C'est un événement évidemment dans la tech, dans la French Tech, historique même pour la France. Jamais une start-up française n'avait levé autant d'argent et été aussi bien valorisée. Vous l'avez compris, il s'agit de Mistral AI. Et on en parle avec vous, Franck Sebag. Bonjour. Bonjour. Associé chez EY et toujours à mes côtés évidemment, Julien Casqui pour Madines, notre partenaire. C'est vrai que la décacorne, alors c'est un mot que j'ai découvert. En même temps, il y a décacorne, maintenant il y a pentacorne. Déca, c'est bien déjà. Ouais. Je crois que la suite c'est Penta, c'est 50 milliards ou je sais plus. Ouais, ça va être 100 même en fait après. C'est la première. En Europe, il y a d'autres, j'imagine, il y a d'autres. Alors en Europe, c'est la plus grosse licorne, c'est la plus grosse décacorne en IA. En IA, ouais, voilà. En IA. Donc je vous confirme que Mistral est la société la mieux valorisée en IA en Europe. Donc c'est une décacorne. C'est un tournant. On peut parler, encore une fois, on se laisse aller parce qu'on est euphorique et il y a de quoi, mais c'est vraiment un tournant historique pour la tech française. Alors c'est un tournant historique, c'est un message, c'est plus par le message que par le montant. Parce qu'encore une fois, si on revient un petit peu sur, vous l'avez vu en introduction, mais on a une belle décacorne française, mais qui est en fait dans un monde concurrentiel qui est très important. Donc on va commencer par se réjouir, parce que c'était important d'avoir cette société-là. Important aussi par la capacité de la French Tech à faire émerger des sociétés qui peuvent être leaders mondiales. On a sorti en début de semaine un baromètre avec France Digital où on voit que la French Tech peine malgré tout. Et donc là, on a quand même le résultat de tous les investissements qui ont été faits sur les 10 dernières années où on arrive quand même à créer des vrais leaders. Donc ça, c'est le point positif. Bon, après, c'est vrai qu'il y a d'autres points positifs, on va y revenir, mais on se dit, c'est formidable encore une fois. Et puis déjà, Mistral, il bosse avec la moitié des boîtes du CAC 40, mais peser 14 milliards de dollars, c'est ça. OpenAI, c'est 500 milliards. Anthropic, c'est 200 milliards. On reste un nain dans la cour des géants. Et en même temps, on est le plus grand des nains. Hein. Alors, on est le plus grand des nains. En fait, encore une fois, on se réjouit. À la fois, on a un leader européen qui est une vraie alternative au modèle. Vous avez cité en fait OpenAI, Anthropic ou XAI, puisqu'on a aussi une autre société qui pèse quand même XAI, donc c'est la boîte d'Elon Musk, c'est 80 milliards de valo. Donc voilà, on est quand même dans une autre dimension. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'enfin, on va avoir une vraie alternative, parce qu'on a un sujet de souveraineté de nos infrastructures, de souveraineté de nos modèles. Et donc, avoir en Europe une entreprise qui émerge, c'est un point positif, et encore plus pour nous Français, on a la chance d'avoir en fait un porte-drapeau. Ouais, alors Mistral AI s'allie financièrement avec ASML, qui est un géant néerlandais. On peut rappeler ASML, c'est un concepteur d'équipements qui grave en fait les puces des semi-conducteurs dans l'IA et tous les grands, notamment Nvidia, l'utilisent. En quoi cette alliance financière peut être complémentaire pour Mistral et le groupe néerlandais ? Déjà, c'est la rencontre en fait du silicium et de l'algorithme. Ce qui est intéressant, on parlait de M&A. En fait, ce qui est très important, ce sont les partenariats stratégiques. On a vraiment... Mais pardon, je vous coupe, il n'y en a pas d'autres dans l'histoire pour l'instant. Un partenariat entre un industriel et de l'IA, on n'a pas vu ça. Alors, vous avez raison. Normalement, les mariages, les partenariats se font souvent en fait entre des modèles et du cloud aujourd'hui. D'ailleurs, vous avez forcément vu la croissance en fait, du titre de Oracle. Larry Ellison, il a gagné 100 milliards en bourse hier. L'homme le plus riche du monde maintenant. L'homme le plus riche, 100 milliards en une journée, c'est quand même pas mal. Et pourquoi ? Parce qu'il a aussi annoncé des accords, des partenariats stratégiques avec OpenAI. Donc vous voyez qu'on a une sorte de binôme data avec LLM, modèle d'IA. Là, ce qui est intéressant, c'est que Mistral fait un choix audacieux, ou soit Mistral, soit ASML, en tout cas les deux. C'est que là, on est dans la chaîne de valeur et on va rentrer directement en fait, dans le monde du semi-conducteur, puisque vous l'avez indiqué, en fait, ASML. Pour le commun des mortels, pardon, le lien entre semi-conducteurs et IA, pour nous, il nous paraît évident, parce que, surtout pour vous deux, là, mais comment on l'explique On rappelle, en fait, pour que l'IA puisse fonctionner, ça nécessite une puissance de calcul très, très importante. Et donc, il faut des puces. Pour s'entraîner, pour faire tourner les modèles. Pour faire tourner et pour, voilà. Oui, data center pour faire tourner donc, la puce, ça veut dire quoi, faire tourner les modèles? Pardon, je fais les choses simples pour être sûr globalement, en fait, tout le monde comprenne. Bien sûr, en fait, un modèle d'IA a besoin, en fait, d'interaction en fait sur de la data en fait pour vérifier que ce qu'on programme est correct, et pour que ces interactions puissent se faire, il faut de la puissance de calcul. La puissance de calcul, c'est si on raisonne, de la capacité d'un ordinateur à tourner très vite, à faire tourner en fait les équations. Pour ce faire, il faut en fait avoir des microprocesseurs qui sont à la base de l'informatique. Donc on est en fait au début de la chaîne de valeur, et c'est là que ça se joue. Ce qui est intéressant. Et ASML fait quoi là-dedans? Alors ASML, eux,
ils fournissent les machines qui permettent d'imprimer les micro-sillons dans les puces. Ils sont, pardon, en amont de NVIDIA? Ils sont en amont. Ah, ouais, d'accord. Ils vendent en fait, et c'est pour ça que c'est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, ASML avait elle-même un sujet stratégique, puisque avec la régulation en fait, mondiale, ils sont très liés aussi aux Américains. Les Américains leur avaient interdit de vendre en fait leurs machines aux Chinois. Donc leur marché s'est un peu restreint. Et là, en fait, ce qu'ils se disent, c'est que quand je dis en fait que c'est la puissance industrielle qui rencontre l'agilité algorithmique, grâce en fait à Mistral, ils vont pouvoir concevoir en amont des choses encore plus performantes et donc remonter dans la chaîne de valeur et peut-être demain être un acteur encore plus important. Donc, quand on parle de souveraineté des infrastructures, et on sait que même avec ce qui se passe en fait entre Taïwan et la Chine, ce qui se passe aux États-Unis, dans la chaîne de valeur, avoir la maîtrise en fait, des microprocesseurs est clé. Ce qui est intéressant, encore une fois, pour Mistral, c'est que eux... Mistral qui est en aval, ouais. Voilà. Alors que ASML est largement en amont. Exactement. Et donc, Julien, vous m'indiquez quels sont les avantages pour Mistral. Accès à une infrastructure... Bon, déjà l'argent. Rappelons quand même que lever 1 milliard, même si ce n'est pas beaucoup au niveau mondial, mais ça donne de la puissance. 2, accès à une infrastructure industrielle de classe mondiale, donc ils vont pouvoir interagir, et donc on sait que tous les industriels essayent d'intégrer de l'IA dans leur process, et donc Mistral va pouvoir s'entraîner à avoir un sparring partner de première classe mondiale pour rentrer en fait dans l'industrie. 3, renforcement de la souveraineté européenne, on l'a dit, c'est important pour les deux. Et puis accès à des nouveaux marchés, puisque ASML est présent dans 60 pays. Aujourd'hui, vous avez indiqué des revenus de Mistral, moi je ne les connais pas, mais en tout état de cause, le sujet, c'est comment on accélère l'accès au marché. Le fait d'avoir ASML, qui est en fait un partenaire industriel, de facto, ça permet va ouvrir à Mistral d'ouvrir des portes. Ouais. Et donc Mistral aujourd'hui, parce qu'il a aussi conclu un partenariat avec NVIDIA dans le cloud, il est dans le cloud IA, donc pour héberger toutes les données liées à l'IA sur ChatGPT que vous avez, etc. Mistral va pouvoir, grâce à NVIDIA évidemment, enregistrer, héberger ces données sur du cloud. Maintenant, Mistral s'allie à ASML, qui est un autre acteur de la chaîne en amont exactement, qui est un autre acteur aussi pour graver les puces. Le but, c'est quoi pour Mistral? C'est vraiment d'être sur l'ensemble de A à Z de toute la chaîne de valeur avec lui, ses modèles. Sachant juste que moi, moi je suis néophyte là, le béotien, mais j'ai pas bien compris le métier, encore une fois, de Mistral AI. Le chat, je comprends le chat parce que c'est un chatbot, c'est un assistant, etc. Le reste, ils ont la moitié du CAC 40 comme client. Ils font quoi concrètement concrètement, en fait, un modèle. En fait. Pardon, Julien, c'est c'est intéressant. Il faut aussi répondre évidemment à Julien, sinon moi, je suis mort. Mais en fait, encore une fois, la question qui se pose, c'est que va permettre l'IA dans les process. Là, je parle de process industriels. Est-ce qu'on va réussir à automatiser les process, à trouver des nouvelles solutions, à l'intégrer dans la chaîne de valeur, à être plus pertinent? L'IA a des applications multiples. Encore une fois, dans l'industrie, vous savez que, en fait, dans le monde du microprocesseur, c'est aussi de trouver des nouvelles voies, des réductions en fait de consommation énergétique. L'IA, si vous intégrez l'IA dans les process, ça permet d'ouvrir d'autres horizons. Je prends l'exemple parce que j'ai lu qu'ils avaient un petit CAC 40, mais Orange, qu'est-ce que fait par exemple Mistral pour Orange? Alors là, je n'ai pas là, on veut savoir. On veut savoir. Non, mais c'est pour vraiment rendre ça concret. Encore une fois, pour rendre ça très concret, on a des applicatifs en fait qui sont clés. Ça peut être dans la relation client pour trouver des nouveaux canaux. Ça peut être en fait dans l'optimisation en fait de process en fait industriels. Je sais pas. En fait, Orange fait aussi de la cybersécurité. Ils font plein de choses. Donc c'est assez multiple. La vraie question en fait qui se pose, c'est de se dire aujourd'hui, on parle beaucoup d'IA. Beaucoup essayent de l'utiliser, mais on a du mal à, comme vous l'indiquez, à trouver les applications très pratiques. Ce qui est intéressant dans ce partenariat, pour revenir à la question de Julien, c'est qu'en ayant un partenaire stratégique qui est très très en amont dans la chaîne industrielle, ça va permettre en fait de créer des synergies. Et encore une fois, c'est de trouver en fait un modèle hybride entre industrie lourde et intelligence artificielle. On n'a pas eu en fait de partenariat aussi stratégique aujourd'hui avec OpenAI, Anthropic ou XAI. Mais ça reste ou pas un marché de niche? Parce que Mistral AI n'a pas vocation à concurrencer OpenAI et les grands géants de la tech. Sur certaines niches, notamment les clients industriels ou les grands comptes Alors, est-ce que c'est un marché de niche? Non, parce qu'en fait, globalement, on est en fait au début d'une révolution industrielle. L'IA va permettre, c'est un moyen. C'est pas une fin, c'est un moyen. Donc, c'est un moyen d'accélérer plein de choses. La vraie question qui se pose, c'est
si on reprend en fait un syllogisme avec ce qui s'est passé sur Internet, vous voyez que Google, ils ont pris 90% du marché en fait de la recherche. D'accord ? Aujourd'hui, le fait d'avoir des acteurs concurrents des grands américains, et on n'a pas parlé de DeepSeek en Chine, c'est aussi de se dire que sur un marché qui va être relativement conséquent, ne serait-ce que d'avoir 20 ou 30% du marché européen, on parle vraiment d'un marché qui est énorme. Donc, c'est pas tant niche que ça, puisqu'en fait, c'est assez systémique pour ce qui arrive demain. Et encore une fois, là, on parle de l'industrie, on pourrait parler de la médecine, on pourrait parler de la relation client, il y a plein de choses à faire. Est-ce que vous parlez des leaders américains ou chinois, est-ce qu'il y a vraiment une hype IA depuis 3-4 ans, ça c'est clair. Est-ce qu'il y a une bulle autour de l'IA? C'est Sam Altman notamment qui a affirmé que probablement il y avait une bulle. Est-ce que vous êtes d'accord sur ça? Est-ce qu'il y a une bulle dans l'IA aujourd'hui, en France et dans le monde? Alors, quand on investit, on entend des sommes d'investissement en dizaines, en centaines de milliards. Est-ce que, c'est la question de savoir si tout ça sera rentabilisé ou pas, ou est-ce qu'il y aura des paumes pour ça? Est-ce qu'il y a une bulle? Moi, j'ai lu une news qui va vous donner une partie de la réponse. Mark Zuckerberg a proposé à Andrew Tullock, qui était l'ex-bras de Sam Altman, qui a une petite start-up qu'il a créée il y a quelques mois, il lui a proposé 1 milliard pour le rejoindre. Donc ça confirme qu'il y a bulle? Si vous êtes prêt à proposer 1 milliard à un ingénieur pour vous rejoindre, c'est qu'il y a rareté et que le potentiel en fait, de croissance est hyper important. Donc au moment où on parle, oui, il y a bulle. Il y a bulle. Après, moi je suis assez... ça fait 25 ans que je suis dans la tech. Quand Facebook est entré en bourse, tout le monde a dit que c'était une bulle et que le marché de la publicité en fait, allait s'effondrer. En fait, on est face à un cycle. Aujourd'hui, après l'Internet, moi j'ai jamais cru en fait au Web 3, vous savez, tout ce qui était dans le métaverse, etc. Crypto, voilà. Là, on est dans un truc qui est systémique. C'est une technologie qui va nous permettre en fait d'accélérer plein de process. Donc probablement, c'est trop cher. Probablement, en fait, vous avez parlé de M&A, il va y avoir des regroupements. Probablement, il va y avoir quelques leaders. Si on pouvait, dans tout cet univers, avoir un leader européen, encore une fois, qu'importe la levée de fonds, ce qui est important, c'est la levée de puissance. Est-ce qu'on va avoir un acteur européen qui aura la puissance d'être en compétition avec les acteurs américains? Et qu'est-ce qui fait, pardon, je pose une petite question, qu'est-ce qui fait que la France est devenue le centre névralgique européen de l'intelligence artificielle? C'est les chercheurs, c'est la matière grise? C'est une réalité, ça? Principalement. C'est une réalité de dire que la France est le centre névralgique de l'IA en Europe? Alors, si on regarde en fait sur les levées de fonds, la France est leader en fait de levées de fonds dans le secteur. Si on regarde sur les autres grands pays européens, l'Allemagne avait en fait un leader qui s'appelait Aleph Alpha, mais qui a changé de modèle. Donc, en termes de, encore une fois, l'IA c'est très très large. Dans ce qui concurrence en fait les LLM, le seul modèle qui reste en Europe, c'est bien en fait Mistral. Pourquoi? En fait, on a encore des écoles d'ingénieurs et une école de mathématiques qui restent performantes. Ouais. Les polytechniques, les mines, etc. Voilà, centrales, etc. Et puis des doctorats en fait majeurs. Et puis deuxième point, on a quand même des grands centres de recherche, de grands GAFAM qui sont installés en fait à Paris pour mettre en fait leur système de recherche sur l'IA. Juste avant de se quitter, on se réjouit évidemment. La situation économique de la France, budgétaire, politique est compliquée, donc dès qu'on a une bonne nouvelle, on s'en réjouit et on est là pour la commenter. Après, est-ce que c'est pas un peu l'arbre qui cache la forêt par rapport à la French Tech pour Mistral AI, avec une French Tech, et votre baromètre le confirme, qui va toujours bien, mais un peu moins bien? Alors, clairement, en fait, les chiffres à fin juin des levées de fonds, c'est moins 35%, donc ça va pas bien du tout. Et en termes de levée de fonds? En termes de levée de fonds. Mais en termes de croissance de chiffre d'affaires? Alors, en fait, on a vu que dans le baromètre France Digital, le chiffre d'affaires a progressé de 16% cette année, c'est bien. C'est bien. Mais c'était 16% de croissance du chiffre d'affaires. C'était 35 l'année dernière. Exactement, c'était beaucoup plus. Et on voit que la croissance... Oui, mais ça reste bien, 16%. Oui, mais la croissance est surtout portée par du chiffre d'affaires qu'on fait en dehors de France. Ah. Donc en fait, tout ça pour dire que... Bon, en même temps, elle s'internationalise, c'est peut-être bien aussi, non? La French Tech arrive à maturité. Aujourd'hui, on a quand même le fuel de la croissance, ça reste quand même le cash. En face, vous avez en fait, notamment les États-Unis, qui continuent à financer de manière massive leurs startups. Il ne faut pas que ça s'arrête. Donc oui, c'est une French Tech en demi-teinte. On est très heureux d'avoir un leader, mais on a besoin de continuer en fait, à pousser sur la French Tech. Allez, merci beaucoup. Franck Sebag, donc associé chez EY, merci. Et puis évidemment, Julien, tu restes avec nous, je te tutoie, parce que l'émission continue avec notre invité.